Rebonjour à toutes et tous, c'est encore Guillaume pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sur Cap Emploi en direct sur Twitch. Donc la question rituelle, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et pendant ce temps-là, je vais me tourner vers notre invité, puisque pendant cette heure, nous allons parler du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, ou pour le nommer plus simplement en acronyme, le FIPHFP, avec Philippe Krener, le directeur territorial handicap de la région Grand Est. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. La première question très simple, donc qu'est-ce que le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ou FIPHFP? Alors avant tout, je voudrais remercier Cap Emploi de m'accueillir. Je sais que Cap Emploi 57 a été spécialement actif pendant cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc je vous remercie Guillaume et je remercie aussi Madame Evin, sa directrice, de m'accueillir à cette occasion. Alors effectivement, je représente le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc c'est bon, je l'ai dit une fois en entier. Bravo. On peut dire aussi FIPHFP, mais il y a encore plus simple, on peut dire FIP. Donc si vous permettez, c'est ce que je vais dire. Alors, attendez, moi j'ai entendu des gens qui disaient le FIP. Ouf, alors c'est recherché là. Non, moi je dis le FIP, je me contente de ça. Alors, qu'est-ce que le FIP? En fait, c'est un établissement public dont vraiment l'objet est d'aider les employeurs publics à intégrer ou à maintenir dans l'emploi des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Quand je parle de fonction publique, c'est-à-dire ce sont tous les employeurs publics, des trois versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Donc tous les employeurs publics de France et de Navarre, si j'ose dire, peuvent tout à fait solliciter le FIP pour obtenir des aides afin de mener des actions d'intégration ou de maintien dans l'emploi de leurs agents. Et leurs agents, bien sûr les fonctionnaires, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce sont tous les agents qui sont employés par les employeurs publics, donc y compris des contractuels ou des apprentis. D'accord, donc vous êtes un peu le pendant donc, du public de la GFIP qui s'occupe du privé. C'est exactement ça, et d'ailleurs on est en partenariat sur beaucoup de dispositifs, on y reviendra peut-être. Ouais, je pense, ouais. Alors quel est votre rôle au sein de cette organisation en tant que directeur territorial? Et du coup, quelle est votre semaine un peu type? C'est la question que je pose à tout le monde, et tout le monde me dit, mais j'ai pas de semaine type. Est-ce que vous allez me dire la même chose? Alors, j'ai pas de semaine type parce que mon travail est très diversifié, j'ai cette chance-là, mais j'ai quand même, en prenant un peu de recul, j'ai quand même, on va dire, trois volets principaux dans mon activité. Le premier, c'est d'aller à la rencontre de tous les employeurs publics pour les inciter à mettre en place une politique handicap, en tout cas des actions pour compenser le handicap. Et avec certains d'entre eux, le FIP propose de conventionner sur 3 ans pour financer de manière optimale, on va dire, leur politique handicap. Ça, c'est le premier volet et j'y consacre beaucoup de temps. Je parcours la région entière pour aller à la rencontre des employeurs publics. Le deuxième aspect, c'est un aspect partenarial, parce que vous savez que le FIP, sans ses partenaires, il n'est pas grand-chose. Parmi ses partenaires, il y a bien sûr Cap Emploi dans chaque département, mais il y a aussi des partenaires institutionnels. On a cité tout à l'heure la GFIP, mais il y a également la DRETS, l'ARS, France Travail. Alors, la DRET, c'est quoi? Oui, pardon, la Direction régionale de l'emploi, en fait. Et l'ARS, c'est l'agence régionale. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui ont toutes les deux des spécialistes, en fait, du handicap face à l'emploi. Et qui donc mettent en place un certain nombre de mesures que nous essayons de partager. Je peux prendre l'exemple du programme régional d'intégration des travailleurs handicapés, le PRIT, là aussi, on essaye de simplifier, qui réunit ces acteurs et qui pousse en fait des actions pour aller toujours un peu plus loin dans l'accompagnement des travailleurs handicapés en général, parce que là, ça touche à la fois le privé et le public. Oui, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, Alexandra est là. Et si vous avez des questions sur le FIPHFP ou le FIP ou le FIP. Alors juste pour préciser, le FIP, comment il fonctionne, c'est assez simple. Vous savez qu'il y a un taux légal d'emploi qui est de 6%, Oui, que ce soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs, mais là je parle du public puisque je parle du FIP. Et donc tous les employeurs publics qui n'atteignent pas ce taux d'emploi légal de 6% versent une contribution. Ouais. Et l'ensemble des contributions donc, sont centralisées au FIP. Et le FIP... pour le public.
voilà, pour le public. Et le FIP, en fait, utilise ce fonds pour verser des aides aux employeurs publics ou pour cofinancer des dispositifs qu'on a en commun, souvent avec la GFIP ainsi qu'avec l'État ou avec l'ARS. D'accord. Alors, comment est organisé le FIP et depuis quand existe-t-il? Alors le FIP, il va bientôt fêter ses 20 ans l'année prochaine. Il a été créé par la loi du 11 février 2005, qui n'avait pas seulement ça comme objet, mais qui notamment a créé le FIP. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous allons, dans chaque région de France, organiser une petite manifestation des trophées où nous sélectionnerons un certain nombre d'actions un petit peu exemplaires et on présentera ça normalement au printemps prochain lors d'une manifestation qu'on va organiser, qu'on est en train d'organiser. Là, on est aux prémices. Et puis les lauréats en fait de chaque concours régional se retrouveront à Paris en 2026 pour une grande finale qui sera, je l'espère, la plus festive et conviviale possible. D'accord. Par exemple, c'est quoi comme type de catégorie de ces actions? À quoi ça correspond? Alors, on aura des thématiques assez classiques. Ce qui sera moins classique, on l'espère, ça sera justement les exemples, les illustrations, les actions qui seront présentées à ce titre-là. Mais il y aura sans doute un trophée sur l'intégration, un trophée sur le maintien en emploi, un trophée, pourquoi pas, sur l'apprentissage. D'accord. Ok. Bon, ouais, super, ça a l'air sympa. Et à l'instar de Cap Emploi, donc vous œuvrez autant des personnes en situation de handicap que des entreprises. Quelles sont les nombreuses missions du FIPHFP et vos domaines d'intervention? Ah, du coup, allez-y. Hein. Oui, alors la question est large. Donc nous, notre cible, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les employeurs publics, hein, donc des trois versants de la fonction publique. Et il y a des grands employeurs publics qui disposent en fait de ressources, d'abord d'une vraie volonté politique ou stratégique, et de ressources pour mettre en œuvre une véritable politique handicap que nous essayons d'accompagner, notamment au travers de conventions comme je le mentionnais. Et puis il y a d'autres employeurs publics de taille peut-être plus modeste qui aussi essayent de mener des actions pour intégrer ou maintenir dans l'emploi leurs agents. Et justement, puisque on ne peut pas toucher, compte tenu de notre structure qui est quand même relativement limitée en effectifs, on ne peut pas toucher l'ensemble des employeurs publics. Ce qu'on fait, c'est qu'on conventionne avec des centres de gestion de la fonction publique territoriale, dont les petites collectivités sont membres affiliés, et cela permet en fait de déployer les actions et les aides du FIP auprès de ces petites collectivités. Donc on arrive bien à toucher, on espère, l'ensemble des employeurs publics grâce à ce dispositif. Alors, les missions, c'est d'abord des aides financières. Donc, il y a une plateforme d'aide à laquelle peut accéder tout employeur public pour demander une aide lorsque cet employeur veut mettre en place une action, par exemple un aménagement de poste, par exemple le recrutement d'un apprenti, par exemple une aide au déplacement. Voilà, les exemples sont assez multiples, bien sûr. Et donc, l'employeur peut demander une aide en ligne sur une plateforme. Et pour se renseigner, je lui conseille vivement d'aller sur le site du FIP, fiphfp.fr, sur lequel sont bien expliqués l'ensemble des aides et les domaines qui sont couverts par ces aides et comment y accéder surtout. Ouais, ça fait beaucoup de F. Les gens devraient s'en souvenir. Alors, et ensuite, nous cofinançons également un certain nombre de dispositifs d'appui. Je peux prendre un exemple, par exemple Cap Emploi. Bon exemple. C'est vrai que le FIP, donc aux côtés de France Travail et de l'AGFIP, finance Cap Emploi pour que ces structures, je dis ces structures parce qu'il y en a un dans chaque département, puissent justement accompagner des agents en situation de handicap et des employeurs, publics pour ce qui nous concerne, mais les employeurs en général, pour mettre en place une politique handicap, diagnostiquer une situation, essayer de trouver des solutions. Et Cap Emploi est d'ailleurs aussi mobilisé pour avoir recours à des dispositifs qu'on finance par ailleurs. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle les appuis spécifiques. Les appuis spécifiques, c'est en fait, on a confié
une prestation à des experts par territoire et par typologie de handicap. Donc c'est vraiment la spécialité et l'expertise pour essayer de trouver une solution à toute situation. Donc Cap Emploi peut très bien être un premier échelon de recours, soit par un employeur public, soit par un agent, pour dire voilà la situation, voilà ce qui me gêne pour exercer mon emploi ou pour me maintenir dans mon emploi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Cap Emploi, avec ses compétences externes déjà très fortes, peut déjà réaliser un diagnostic et essayer de proposer une solution. Et puis, si la solution est vraiment d'une complexité plus forte, peut avoir appel donc à un expert dans le cadre des appuis spécifiques que nous finançons. Voilà, c'est un exemple. Ok, bah justement, on va regarder un petit reportage qui illustre un peu tout, un reportage que vous nous avez confié, qui se passe dans les Dom-Tom, je crois. Donc on va regarder ça tout de suite et on en reparle tout de suite après. Je m'appelle Madame Navarro Hélène. Je travaille sur mon poste depuis août 2019 au CHU en Martinique. Je suis coordinatrice des flux de distribution de la direction achat. Alors ça fait 21 ans que je suis sur l'hôpital. J'étais d'abord infirmière, puis après je me suis spécialisée en tant qu'infirmière anesthésiste. Suite à une opération sur la colonne, j'ai eu des complications. Et donc je suis d'abord restée paraplégique, j'ai récupéré et puis maintenant comme séquelle j'ai la paralysie du pied gauche. Le cerveau continue à fonctionner, la personne qu'on était avant avec toutes les qualités, elles sont là et même des fois elles se développent un peu plus parce que on se concentre justement sur ses facultés intellectuelles. Katie ? Voilà, alors là c'est bien, ça a été signé, tu vois, donc tu vas pouvoir donner. Là j'ai vu, par contre ça a été oublié, elle a dû être rajoutée après la feuille. Bon, tout le reste est bon, mais c'est bon. En termes de reconversion professionnelle, ça m'a été rendu possible de faire la licence et ce Master 2 en logistique, parce qu'il existe un partenariat entre le FIP, les fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, et l'hôpital, qui a permis de financer en fait l'intégralité de mes frais générés lors de cette formation, que ce soit aussi bien en France que sur la Martinique. Je dirais que quand les gens connaissent le handicap, il y a une empathie qui se crée d'emblée. Hein. Ils sont plus dans l'aide et dès qu'on a besoin de choses qu'on ne peut pas faire, ils sont là pour vous soutenir et puis pour vous aider à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Bien qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut par soi-même. Ce qui est plus violent, c'est pas tellement le regard de l'autre, hein, c'est le regard qu'on a sur soi. Parce que y a eu une transformation physique et c'est plus l'acceptation de soi même qui est difficile. Quand on s'accepte soi-même, le regard de l'autre se fait d'emblée. Si on arrive à regarder autre chose que le handicap, à relever la tête, il y a une vie plus loin, ou une vie qui n'est pas faite par le handicap, mais avec le handicap. C'est une nouvelle vie, une autre vie. Voilà, donc un témoignage assez intéressant parce qu'on voit effectivement, alors ça parle pas vraiment du PHFP en tant que tel, mais ça montre vraiment à quel point les aides que vous pouvez apporter sont importantes pour les gens parce que ça leur permet de se reconstruire, de trouver de nouvelles vocations. Donc du coup, quels sont vraiment les... alors déjà, une question simple plutôt, je pense qu'on va commencer par là. On le dit souvent, mais c'est quand même utile de le rappeler, qui sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi? Oui, tout à fait. Alors, ce reportage est illustratif. Il y en a pas mal en fait sur le site du FIP, des vidéos. En fait, on s'aperçoit que on essaye vraiment de ne laisser personne sans solution. C'est ça qui est important. Donc, un employeur ou un agent peut faire appel. Encore une fois, au Cap Emploi peut faire appel au FIP.
un handicap, souvent malheureusement, ça se guérit pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le handicap comme obstacle à l'emploi. Et donc, les solutions que nous proposons, c'est vraiment pour essayer de compenser les difficultés que peuvent représenter un handicap pour exercer correctement ses missions. Alors, c'est vrai que pour bénéficier de ces aides, il faut être ce qu'on appelle BO, c'est-à-dire bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, en grande majorité, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce sont les gens qui sont reconnus travailleurs handicapés au moyen ce qu'on appelle une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est délivrée par la MDPH du département. Donc, c'est la plupart des cas de figure. Mais dans le terme de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, au-delà des gens qui sont titulaires d'une RQTH, il y a également ceux qui ont la carte mobilité inclusion, ceux qui touchent l'allocation adulte handicapé, l'AAH, ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ceux qui sont titulaires également d'une pension d'invalidité, ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et enfin, les agents reclassés. Là, c'est l'essentiel des cas de figure et des statuts, si je veux dire, qui constituent ce qu'on appelle globalement les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, les aides du FIP sont bien sûr pour la plupart conditionnées par cette reconnaissance de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, certaines aides, notamment sur l'aménagement des postes de travail, sont également destinées à des agents qui ont été reconnus aptes, mais avec restriction par le médecin du travail. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, il ne faut pas oublier que pour faire appel à votre Cap emploi, le fait d'être RQTH ou BE n'est pas un préalable. Vous pouvez très bien mobiliser votre Cap emploi pour déjà, ce que je disais tout à l'heure, mener tout le processus qui pourrait aboutir à une solution. Et c'est quand on met en place en fait l'aménagement que là, il faut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ouais. Alors là, je regarde, ça bouge un petit peu sur le forum parce que figurez-vous qu'on est à 200 followers. Donc, merci beaucoup. Alors, j'imagine que la 200e, ça doit être SD Cap 57 ou non, c'est quelqu'un d'autre? Karine Benchek. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. C'était notre objectif de la semaine, quelque part, d'être à 200. Donc, là, ça nous fait bien plaisir. Et du coup, maintenant, on est en route pour les 300. Voilà. Alors simplement pour vous donner une illustration de ce qui a été réalisé, là j'ai les derniers chiffres connus, ce sont ceux de 2023, sur la région Grand Est. Sur la région Grand Est, les employeurs publics qui ont fait appel à des aides du FIP, ça a permis 2485 recrutements. Quand même, quand même relativement important, oui. 538 maintiens. Dont la plupart se sont réalisés dans la fonction publique territoriale, mais aussi pas mal dans la fonction publique hospitalière et enfin dans la fonction publique d'État. Et pour vous donner un autre chiffre, puisqu'on parlait des aides, en fait, le FIP a donné un peu plus de 4 millions d'euros d'aides directes en 2023. Dont 1,7 million qui ont été mobilisés via la plateforme, comme je le disais tout à l'heure, et 2,4 millions qui ont été financés au travers des conventions avec les grands employeurs publics que j'évoquais aussi tout à l'heure. D'accord. Alors le FIPHFP finance également l'accessibilité aux postes de travail, vous l'avez un peu évoqué, aussi leurs aménagements. Alors comment ça se passe exactement? Quelles aides concrètes peut apporter le FIPHFP? Dans quel contexte en fait? Ouais. Alors quand on parle d'aménagement du poste de travail, on pense souvent, et à juste titre bien sûr, des aides matérielles. C'est-à-dire j'ai tel type de handicap qui m'oblige à disposer d'un matériel spécifique. Mon employeur public est tenu en fait d'aménager mon poste. D'ailleurs, qu'il ait une aide du FIP ou pas, il y est tenu. D'accord, oui. Ça, c'est la loi qui l'exige.
Et donc l'employeur public peut faire une demande, par exemple, pour l'acquisition d'un fauteuil ergonomique. Alors, si je prends cet exemple, c'est pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les aides du FIP. Le FIP, il est là pour, je le dis depuis le début de notre entretien, il est là pour financer la compensation du handicap. Donc chaque employeur doit à tous ses agents dont le poste le nécessite de lui fournir un bureau, un ordinateur et un fauteuil. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, je dirais, c'est du droit commun. Sauf que pour un agent qui souffre d'un handicap, qui nécessite qu'il ait un fauteuil ergonomique, et ben ce fauteuil ergonomique, effectivement, ça engendrera un coût supplémentaire. Et c'est ce coût supplémentaire, qui est souvent substantiel, qui sera financé par le FIP. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, l'aide la plus fréquemment demandée sur la plateforme, statistiquement, c'est l'aide à l'acquisition d'une prothèse auditive. Ah oui. Oui. Ah, j'aurais pas cru. Oui. Donc ça, c'est une aide qui est plafonnée par le FIP à 1 700 €, ce qui déjà couvre une bonne partie de la dépense, voire l'intégralité dans certains cas. Ça me donne l'occasion de mentionner que le FIP a cette particularité depuis qu'il existe de ne financer que les employeurs. Il ne verse pas d'aide directe aux agents de la Oui. fonction publique. C'est aux employeurs publics. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen en fait d'impliquer l'employeur dans la recherche de solutions et dans le financement, dans la participation au financement du matériel dont on a besoin pour compenser le handicap. Ça, en même temps, ça participe au fait de sensibiliser à la cause, quoi. Oui, exactement, ça implique vraiment l'employeur. Donc là, je parlais d'aménagement matériel, mais pour répondre plus complètement à votre question, il y a aussi des aménagements qui peuvent être organisationnels ou des aménagements qu'on appelle humains. Alors, organisationnel, c'est avoir une répartition des tâches un peu différente dans un collectif de travail afin que l'agent qui est en situation de handicap puisse exercer les fonctions qui sont les siennes. Mais s'il ne parvient pas, du fait de son handicap, à exercer toutes les fonctions, que ce soit réparti sur l'ensemble du collectif. Ça peut être un aménagement d'horaire. Oui. Ça peut être l'aménagement du poste aussi en télétravail. Ça peut être de l'aide au déplacement, par exemple. Et puis ce qu'on appelle l'aménagement, enfin des aides humaines, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement en fait de l'agent en situation de handicap s'il en a besoin. Et du coup, comment les entreprises, elles peuvent vous solliciter pour obtenir ces aides-là? Elles peuvent vous solliciter directement? Alors ça, c'est pas des entreprises, c'est des employeurs justement. Oui, des Oui, d'ailleurs, employeurs, mais c'est vrai qu'on utilise souvent ce terme générique, mais là, Oui, c'est c'est vrai, oui, employeurs. tout à fait. Oui, bah, alors si c'est, je dirais des aides ponctuelles sans convention, ben, l'employeur a accès directement à la plateforme des aides. Donc, et sur le site, tout est bien expliqué pour l'employeur. Donc ils C'est-à-dire, passent par le site, quoi. oui, c'est-à-dire dans quel cas cette aide peut être mobilisée, à combien elle se monte, et quels sont les cas de figure, qui ça concerne parmi leurs agents. Et puis bien sûr les pièces à fournir, parce que le FIP se doit aussi d'être exemplaire dans la manière d'utiliser les fonds, parce que encore une fois c'est des fonds publics, hein, c'est un système solidaire, donc le FIP a vraiment intérêt à bien utiliser les fonds qu'il octroie. Mais du coup, ils peuvent le faire donc directement par le site, mais aussi en passant par Cap Emploi. Du coup, comment vous fonctionnez avec Cap Emploi? Je travaille avec une société de conseil qui s'appelle le Handipac dans Antas, qui m'appuie beaucoup dans mes fonctions. Et son directeur, il fait le parallèle avec un médecin généraliste quand il parle de Cap Emploi, c'est-à-dire que lorsque, je sais pas, vous avez une douleur au thorax, pouvez vous dire, ah bah tiens, peut-être que c'est cardiaque. Enfin, je raccourcis, mais vous n'allez pas voir le cardiologue tout de suite. Vous allez Oui. d'abord voir votre médecin généraliste qui peut-être pourra faire le diagnostic et pourra peut-être vous apporter une solution. Si ça se trouve, c'est pas cardiaque du tout, c'est autre chose. Et il pourra, lui, diagnostiquer et vous apporter une solution. Mais s'il ne peut pas apporter la solution parce qu'il est généraliste et que sa spécialité, c'est pas la cardiologie, que votre problème est bien cardiaque, il vous enverra chez un cardiologue. Cap Emploi, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, c'est vraiment au centre du dispositif Cap Emploi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, sur lesquelles on essaye de trouver une solution, le premier réflexe, c'est d'aller
c'est de mobiliser son conseiller Cap Emploi en disant ben voilà, j'ai telle situation qui concerne tel agent et voilà ce qui se passe. Voilà, et Cap Emploi en fait déploie sa compétence pour faire un diagnostic, éventuellement lui-même trouver la solution. Enfin, quand je dis éventuellement, c'est dans la plupart des cas, trouver la Oui, bah oui. solution. Et puis, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il ne la trouve pas, ben, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas faire appel au dispositif appui spécifique ou alors au dispositif études ergonomiques, par exemple. Ok, bon, bah, c'est bien. Mais est-ce que du coup, un travailleur en situation de handicap peut vous solliciter directement? Oui, il le peut. Ah, Il le peut, mais on passera de toute façon toujours par l'employeur. ok. C'est-à-dire bien sûr qu'un agent peut. D'ailleurs, il y a un formulaire sur le site du FIP qui est un formulaire en ligne qui permet D'accord. de solliciter sur telle ou telle situation. Le FIP prendra en compte sa demande. S'il y a matière à agir, contactera son employeur. Mhm. Et son employeur décidera ou pas de mettre en place l'action. Hein. Donc, oui, un agent peut directement solliciter le FIP. Par contre, la situation ne sera pas traitée directement avec lui, elle sera traitée via l'employeur. D'accord. Ok. Et dans le cadre d'une formation d'un travailleur en situation de handicap, des frais de scolarité ou de formation, est-ce que ça peut être pris en charge, ça aussi? Alors oui, mais je vais juste poser le cadre, c'est-à-dire que là aussi, encore une fois, c'est la compensation que le FIP finance. Donc si un agent public est employé comme comptable, par exemple, je sais pas, dans un hôpital, on va dire, Oui, ou dans une commune, euh, et qu'il a besoin de se former en comptabilité, même s'il est en situation de handicap, c'est pas le FIP qui va financer cette bien formation. C'est sûr. une formation classique Oui, oui, qu'un employeur, c'est la formation bien professionnelle sûr. classique. En revanche, le FIP, dans plusieurs cas de figure, peut financer une formation. Je parlais tout à l'heure de matériel adapté. Admettons qu'un agent ait besoin d'un logiciel adapté pour compenser son handicap. Eh ben, la formation à l'utilisation de ce logiciel pourra être financée par le FIP parce que là, il s'agit totalement Oui, de c'est compensation. logique. Ouais. Donc ça, c'est un cas de figure. Euh, je cherche mes petites notes parce que Allez-y. je sais pas tout par cœur et surtout j'ai peur d'en oublier. Donc ça, c'est l'aide à la formation, à la compensation. Euh, mais aussi, le FIP peut aider les formations pour les agents qui font l'objet, alors excusez-moi du sigle, encore une fois, d'une PPR, c'est-à-dire d'une période de préparation au reclassement. Et là, dans le cadre de ce dispositif, il y a donc un volet formation, et cette formation peut être financée par le FIP, parce que là, il s'agit bien aussi de compensation du handicap. Idem pour des aides à la formation dans le cadre d'une professionnalisation pour raison de santé. C'est peut-être une thématique qu'on va également développer, mais pour les apprentis qui sont recrutés au sein des employeurs publics, le FIP contribue au financement de la formation de l'apprenti D'accord. également. Donc il y a quand même des cas de Oui, figure où la c'est vrai que formation est prise en compte, mais pas la formation de droit commun, si oui, vous tout voulez. à fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien, vous avez bien précisé les choses. Je pense que c'est clair. Un employeur peut-il déduire des dépenses de prise en charge partiellement par des dépenses prises en charge partiellement par le FIPHFP? La réponse est clairement non. Ah, Bien sûr, ah parce oui, que alors il y a deux choses. mais il fallait que je pose la question. Oui, il y a deux choses. Non, à partir du moment où la dépense est prise en charge, même partiellement par le FIP, ben, elle n'est pas à la charge de l'employeur. Enfin, en tout cas, cette partie-là. Donc, Tout à fait. il n'a pas à la déduire. Ça, c'est de la pure logique. Euh, alors, après, il y a autre chose, mais qui est peut-être un peu plus complexe, et je ne veux pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais comme je le disais tout à l'heure, chaque employeur, chaque année, fait une déclaration pour recenser les agents en situation de handicap qu'il emploie. Et s'il est en dessous de 6%, vous savez qu'il doit payer une contribution. Oui, Je l'ai dit tout à tout à fait. l'heure. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est que s'il a recours par ailleurs à de la sous-traitance ou à de la prestation d'organismes qui emploient eux-mêmes des travailleurs handicapés de type ESAT, il peut en déduire une partie et en déduire une partie de sa contribution. Voilà. C'est plafonné, ça ne va pas chercher loin parce qu'il ne s'agit pas de dévier l'obligation
d'employer 6% de travailleurs handicapés. N'empêche que ça vient un petit peu en déduction de sa contribution. Mais c'est un autre aspect, ça. D'accord, ok. Bon, je change de fiche parce que là, on a répondu à toutes les questions déjà. Il m'en reste 4. Est-ce qu'un prestataire du domaine privé travaillant pour le compte d'une administration ou d'un établissement public peut bénéficier pour un ou une salariée en situation de handicap de financement de votre part plutôt que de la GFIP qui s'occupe du privé? Alors, non, parce que la personne qui travaillera pour le compte de ce prestataire est bien employée par le prestataire qui, dans votre cas de figure, est une entreprise privée. Donc, cette personne, si elle est en situation de handicap employée par une entreprise privée, relève de la GFIP, même si elle travaille, même si pour une prestation en faveur d'un employeur public. Il y a un cas de figure néanmoins, mais là aussi... Je vous ai mis, il y a au moins une exception. Oui, mais alors c'est pas une exception, c'est pour essayer d'être complet. C'est un autre cas de figure. Si par exemple un ESAT, alors, je ne sais pas si un ESAT c'est bon, c'est pas besoin de préciser. En fait, ce sont des établissements et services d'aide par le travail, c'est les anciens CAT si vous voulez, et donc qui emploient des travailleurs handicapés. Hein, et ces travailleurs d'ESAT ne sont pas des salariés justement, ce sont des travailleurs d'ESAT. Si jamais ils sont, parce que c'est possible et on peut espérer que ça sera de plus en plus possible avec le plan de transformation des ESAT qui vient d'être décidé et qui est en cours de mise en place. De plus en plus de travailleurs d'ESAT pourront être mis à disposition d'employeurs en général et d'employeurs publics en particulier, puisqu'on parle de la fonction publique en l'occurrence. Et là, pour ces travailleurs d'ESAT mis à disposition, j'insiste bien sur ce terme, les aides du FIP peuvent s'appliquer. D'accord, très bien. Et est-ce que les petites collectivités, elles, peuvent en bénéficier? Oui, tout à fait, hein, comme je le disais tout à l'heure, les petites collectivités, alors c'est vrai que je ne sais pas combien il y a de communes dans le Grand Est, mais sans doute 3 ou 4 000 ou moins. Et c'est vrai que moi, en tant que représentant du FIP, je ne peux pas être en relation directe avec chacune d'entre elles. Ça, c'est absolument impossible. Et on s'appuie beaucoup, et je les en remercie, sur les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il y en a un par département qui réalise beaucoup de prestations, notamment en matière de ressources humaines pour les petites collectivités qui sont obligatoirement affiliées d'ailleurs à ces centres de gestion. Et donc nous conventionnons avec les centres de gestion pour qu'eux-mêmes puissent aider les petites collectivités à mobiliser les aides du FIP. D'accord. Et dernière question, quel est le délai de traitement d'un dossier de demande d'aide en moyenne? Alors, sur la plateforme d'aide, c'est vrai que malheureusement, on aimerait toujours que les délais soient plus courts que ce qu'ils sont. Bon, en général, enfin en rythme de croisière, si je peux m'exprimer ainsi, en 2 ou 3 mois, la demande peut être traitée. Malheureusement, ce n'est qu'une moyenne et que ce n'est qu'un rythme de croisière, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où les aides affluent. Quelle période, par exemple? Notamment en fin d'année, par exemple. Oui, tout à fait. Et là, derrière, hein, quand on dit la plateforme des aides, alors c'est vrai que les demandes se font en ligne, on a l'impression que c'est de l'intelligence artificielle. Alors pas du tout, parce que en fait, les dossiers sont instruits par des vraies personnes qui prennent du temps pour analyser l'aide, trouver la solution la plus adaptée, éventuellement relancer l'employeur pour bien connaître le besoin, pour bien connaître la situation. Réclamer des pièces aussi, hein, ça arrive, et donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc ce sont des personnes, hein, et l'équipe de la plateforme des aides, elle n'est pas à durée à taille ajustable, hein, et donc quand un nombre important de demandes d'aide afflue, ça met un peu plus de temps. Ouais, je comprends. Donc là, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Donc, s'il n'y a pas de questions dans le chat, alors je vous dis, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Et en attendant qu'il y ait les éventuelles questions qui arrivent, quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? On a un peu parlé des dispositifs qu'on cofinance au-delà des aides, hein, parce que c'est vrai que le FIP est assez connu pour les aides qu'il dispense, mais il y a peut-être d'autres choses. Moi, peut-être aussi en guise de conclusion en fait de notre entretien, hein, parce que c'est quand même important de savoir que
qu'en fait, il y a une progression assez sensible et le taux d'emploi dans la fonction publique a nettement progressé. Ah. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, ce que j'allais Il dire. reste beaucoup à faire. Et puis en plus, le taux de 6%, il est devenu évolutif depuis c'est-à-dire le temps. Et s'il évolue, ça sera. Alors, il n'est pas question qu'il évolue pour l'instant, mais il peut évoluer. Alors qu'avant, il était fixe. C'est-à-dire, il pourrait augmenter. S'il évolue, ça sera sans doute pas à la baisse. Ça, je vous le confirme. C'est sûr. Bien entendu, puisqu'on est là vraiment pour avoir une politique inclusive. C'est ça qui compte. Et puis, on sait qu'avec l'allongement de la durée des carrières, les cas de figure où un handicap interviendra en cours de vie professionnelle, il augmentera aussi. Et on sait que la plupart des handicaps surviennent en cours de vie. C'est pas forcément loin de là quelque chose qu'on a dès la naissance. Mais alors, pour rester sur cette note optimiste, donc sur ce fameux taux de 6%, qui est une sorte de référence, même si c'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique, bien sûr, au national, il n'est pas tout à fait atteint encore pour les employeurs publics. Au niveau régional, on fait un peu de chauvinisme, ça fait rien. Allons-y. Allons-y. Ça fait plaisir. Puisqu'on est peut-être on est au-dessus. C'est vrai qu'en Grand Est, le taux d'emploi direct, tous employeurs publics confondus, il est à 6,36% en 2023. Donc on est au-dessus des 6%. Alors bien sûr, ça cache des réalités complètement différentes. Ce n'est qu'une moyenne. Et puis je voudrais dire, alors le tiercé est dans le même ordre qu'au niveau national, mais un petit peu au-dessus. C'est vraiment dans la fonction publique territoriale que le taux d'emploi est le plus élevé, puisqu'en Grand Est, on est arrivé en 2023 à 6,78, qui est un bon résultat, ce qui n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de travail, il faut continuer, et c'est pas parce qu'on est à 6%, et d'ailleurs le FIP, il n'aide pas que les employeurs qui sont en dessous de 6%, il aide tout le monde, y compris pour ceux qui sont au-dessus de 6%, parce que ça veut peut-être dire justement qu'ils ont déjà cette culture handicap, entre guillemets, et que nous, on souhaite bien sûr les encourager à la renforcer. Donc ça, 6,78 sur la fonction publique territoriale. On est à 6,42 sur la fonction publique hospitalière, ce qui est un bon chiffre régional. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour faire du chauvinisme, c'est juste pour on a le droit ici. pour mettre les choses un petit peu en perspective. Au niveau national, la fonction publique hospitalière, on n'est pas tout à fait à 6. On n'est pas loin, mais on n'est pas tout à fait. Là, on est à 6,42 dans notre région. Et puis sur la fonction publique d'État, on est à 4,18, ce qui peut sembler faible par rapport aux deux autres versants de la fonction publique. Mais c'est vrai que dans la fonction publique d'État, il y a quand même des spécificités qui expliquent aussi ce taux. C'est pas seulement ça, mais ça explique une bonne part du petit écart qu'il peut y avoir avec les autres versants de la fonction publique. Et puis juste pour redonner aussi quelques chiffres, même si on n'est pas là pour noyer de chiffres, mais ça permet de se rendre compte quand même. En Grand Est, on a plus de 14 000 bénéficiaires de l'obligation d'emploi en 2023, dont plus de la moitié dans la fonction publique territoriale. Ok, je veux bien que vous me l'envoyiez ce petit schéma, cette petite slide par mail, comme ça je la rajouterai à l'écran pour le replay. Merci beaucoup, Monsieur Kreller, merci à vous de cette participation. Le regard des autres ne devrait jamais être un handicap à l'évolution professionnelle. On peut tous agir contre la discrimination au travail.